Alors voilà, il faudrait que vous nous parliez. Vous êtes un grand défenseur de l'astrologie, de cette manière. Euh, Est-ce que vous pensez par rapport aux gens qui sont sceptiques par rapport à l'astrologie, qu'est-ce que vous répondez généralement? Donc ça dépend des arguments qu'ils présentent. Alors justement, quels sont les arguments? Bon, par exemple, je crois que vous avez discuté avec Serge Morel. Oui. Est-ce que vous avez développé des arguments pour essayer de contrer son propos? Je ne sais pas. Quel est le bilan de vos discussions avec les adversaires astrologiques? Si tant est que moi, j'en sois pas un, d'ailleurs, d'une certaine manière. À vos yeux. Ça dépend. Après, il y a toujours le truc les astrologues n'ont pas une pratique commune. Avec quoi je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'au contraire, ils utilisent les mêmes techniques pour interpréter, même si ils ne sont pas forcément issus de la même école. Il y a tout le propos sur, je pense que c'est pas lui qui a développé cet argument, mais Boucher-Leclerc il en parle, que les astrologues de son époque n'utilisaient pas du tout les mêmes techniques qu'il y a 2000 ans. Or, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est si vrai que ça. Il y a des techniques qui étaient utilisées il y a 2000 ans et qui ont été perdues ou alors qu'on a fait le choix aussi de ne pas utiliser. Alors ça nous renvoie à notre discussion tout à l'heure, en fait, compte, à savoir qu'est-ce qui c'est l'astrologie, quand on fait sur l'astrologie, est-ce qu'il y a des choses qui se sont perdues? Est-ce que les... Des choses qui sont perdues et des choses qui ont été volontairement écartées. Oui. Alors il y a eu probablement plusieurs écoles qui se sont affrontées en astrologie, dont une était, à mon avis, marquée par l'astronomie, par une sorte d'obéissance à l'astronomie. C'est-à-dire qu'on voulait absolument aligner l'astrologie sur l'astronomie. Oui. Et d'ailleurs, c'était probablement des astronomes qui voulaient faire ça. Et on voit les dégâts que ça a pu produire, cette astronomisation de l'astrologie, c'est-à-dire que voilà, chacun essaie de tirer la couverture à soi. Pour les astronomes, il était important que l'astrologie rende compte du travail des astronomes, à la limite. Et d'ailleurs, à un moment donné, c'était l'astrologie qui justifiait l'astronomie en tant que pratique professionnelle. Les astronomes servaient avant tout à cela, si on peut dire. Mais en même temps, ce qui s'est passé, c'est que ça a conduit justement à utiliser tous les éléments de l'astronomie qui étaient disponibles, alors qu'à mon avis, l'astrologie se contentait de beaucoup moins d'éléments que cela. Et d'ailleurs, même Albert Mazar, dont on parlait tout à l'heure, en se centrant sur Jupiter et Saturne, c'était une façon de dire qu'il ne s'intéressait pas spécialement aux autres planètes, au niveau de l'astrologie mondiale en tout cas. Ce qui nous renvoie d'ailleurs à l'histoire d'André Barbeau. L'astrologie mondiale aurait une fonction de simplification par rapport à l'astrologie professionnelle, de clientèle, etc. Et donc, oui. Mais dans le cas d'Abul Mazar, même s'il utilise deux planètes, il les combine avec les équinoxes et les solstices, enfin les triplicités en tout cas, alors que Barbeau, lui, il est encore plus radical que Abul Mazar. Bon, je sais que vous n'avez pas lu les bouquins en question, enfin, il dit carrément que alors vous me dites, cette discussion d'ailleurs est assez amusante, mais il n'a pas dit expressément, je ne sais pas quoi. Quand quelqu'un construit un système où il n'est pas question à aucun moment dans ses analyses de certains éléments, ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, c'est pas la peine de pinailler. Donc, alors vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous, que l'astrologie doit s'aligner sur les données astronomiques, notamment les nouvelles planètes et tout ce qui est en astronomie, tout le système solaire? C'est un peu la position de Jean-Pierre Nicolas. Non, j'avais quand même lu quelques passages intéressants chez Patrice Guinard, que je pense qu'on peut réconcilier les deux écoles. Je suis partisan d'une astrologie telle que les disques magico-scientifiques qui ne reflètent pas mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille arrêter de chercher s'il n'y a pas une influence physique des astres. Or, s'il y a une influence physique, donc qui est en fait une partie de l'astrologie qui reste naturelle,
ça veut dire qu'il y a une possibilité d'utiliser tous les astres qui existent dans le ciel. Oui, enfin, le débat de savoir si... la question est double, là. Est-ce que les astres agissent eux-mêmes, ou est-ce qu'il faut les considérer comme des signes? De toute manière, ça reste le même problème. Est-ce que... Parce que pour Nicolas, apparemment, toutes les planètes qui sont du système solaire doivent servir à l'astrologie. Alors que ce soit même sur un plan physique ou symbolique, le problème reste le même. De même que Nicolas, vous l'avez lu un petit peu, Nicolas, quand même? On peut vous considérer comme quelqu'un qui connaît un peu Nicolas? Non, pas assez. Bon. Nicolas, il divise quand même l'écliptique en 12, d'une certaine manière. Bon. Ouais, il n'était pas obligé. Ouais. Bon, alors, cet intérêt de diviser en 12, elle pourrait être d'origine astronomique. Parce que les astronomes, eux, ont besoin de diviser, de baliser l'écliptique. Il me semble que la justification, il y a deux justifications. Soit c'est lié au cycle de Jupiter, de un an par signe, ou alors c'est lié au cycle des 12 lunaisons de l'année. Non, mais moi je ne parle pas de ça, je parle du langage des astronomes. Les astronomes ont la pratique d'une division en 12 de l'écliptique. Ah bon? Ils n'utilisent pas juste les longitudes? Et à votre avis, le nom des constellations, ça a été inventé par les astronomes ou par les astrologues? Par les astronomes. Bon, donc voilà, donc vous voyez bien qu'ils ont besoin de situer les planètes par rapport... Dans l'astronomie ancienne, oui, mais actuellement, ils n'ont plus besoin des constellations. Ils utilisent des coordonnées... Non, mais on ne s'intéresse pas spécialement à ce que font les astronomes aujourd'hui. On est en train de parler d'influence de l'astronomie, je ne sais pas, jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Ce n'est pas la question de... Il ne faut pas être anachronique. Bon, bah, aujourd'hui, on est sur d'autres sujets. Mais c'est... Bon, passons. La question, c'est que pour les astronomes, c'était important. Ils avaient la pratique de situer les planètes dans les constellations, dans les sites, etc. C'était une pratique, c'était une façon de procéder. Voilà. Donc, il est possible que ce soit, dans ce sens-là, ce soit une influence de l'astronomie d'accorder l'importance à la division en 12. Voyez-vous. De façon que, donc, alors Barbault n'a pas du tout. Alors, la différence entre. Alors, Barbault, lui, comme Kepler, d'ailleurs, lui-même qui ne voulait plus entendre parler de cette division en 12 pour l'astrologie, il avait bien compris qu'il y avait des choses qui, en astronomie, qui n'avaient pas à être prises en compte par l'astrologie, et qui parasitaient l'astrologie, de certaine manière. Vous connaissez l'ouvrage de Gérard Simon? Non. Kepler, astrologue, astronome, paru chez Gallimard. C'est un ouvrage très important qui a fait l'objet d'ailleurs d'une thèse d'État en 76-77. Gérard Simon? Oui, Gérard Simon, professeur à Lille, il est mort récemment. J'avais les ouvrages traduits par Jean Perrault de Kepler. Oui, non mais là je vous parle d'un ouvrage sur Kepler, sur l'astrologie de Kepler. Et je pourrais d'ailleurs vous passer sa thèse d'État parce qu'il me l'avait communiqué, je pense. Donc, voilà, Kepler fait partie souvent de ces astronomes qui ont voulu débarrasser de l'astrologie de certaines influences astronomiques. De même qu'Albumazar, de certaine manière, c'est un peu ce qu'il a fait aussi. Bon. Et Barbault aussi. Ce sont des gens qui ont voulu... si Barbault ne s'intéresse pas en astronomie mondiale aux 12 signes, c'est qu'il considère que ce n'est pas pertinent. Par contre, il jette le bébé avec le du bas, comme dirait d'ailleurs Kepler, parce que c'est une expression, en ne tenant même pas compte du passage des planètes sur les axes équinoxiaux et solsticiaux. J'ai l'impression qu'on passe d'une extrême à l'autre. On peut très bien refuser les 12 signes zodiacaux, mais accepter le passage des planètes sur les axes équinoxe solstice. J'ai l'impression que ça, c'est pas complètement entré dans la mentalité des astrologues. Ils ne sont pas passionnés. Moi, par exemple, en 1976, dans mon bouquin qui est pour l'astrologie, je fais tout un travail sur le passage des planètes sur les axes équinoxiaux et solsticiaux. Voilà. Donc, c'est pas nouveau pour moi. Apparemment, c'est ce que j'appelais hier le mésocosme. Apparemment, on ne peut pas. Alors,
est-ce que vous pensez que c'est important les axes, le passage d'une planète sur les axes? Ça te permet de diviser en 4 les cycles planétaires. Oui, j'ai pas trop réfléchi. Je suis pas encore très versé dans l'astrologie mondiale. D'ailleurs, l'importance du siècle, par exemple, est liée à la division en 4 en fait. Mhm. Division en 4 des 28 jours, division en 4 des 28 ans. Donc vous voyez bien qu'il y a une vieille tradition du 4. La division, le 4, c'est la division du cycle. En fait. Mhm. Mais le problème, c'est qu'il faut distinguer. Alors, à votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est normal de dire que le passage d'une planète sur les équinoxes n'a pas le même effet que sur les solstices, par exemple? Ou est-ce que Oui, vous a êtes... priori, ça me semble logique. Parce que vous, actuellement, qu'est-ce qui crée une variation d'influence d'une planète? C'est son passage dans les signes zodiacaux. Oui. Ce sont ses aspects, je ne sais pas. Bah, Soit c'est les signes zodiacaux, soit c'est les aspects. C'est les deux. Oui. Et puis même dans les signes zodiacaux, et après il faut la diviser en deux, décans. en trois, Oui. en quatre, En termes, oui, en c'est six. Et après effectivement en termes et décans. En comprenant, ça j'ai pas encore bien compris, mais en comprenant qu'est-ce que voulait dire, comment les utilisaient les auteurs du passé. Et oui, on revient à votre projet, oui c'est ça. Oui. Alors les auteurs du... Alors essayons de comprendre ce que vous entendez par là, parce que j'ai jamais très bien compris. Donc vous partez du principe que les auteurs du passé, alors, ces auteurs du passé, ils ne sont pas si anciens que ça finalement. Ça dépend lesquels. Non mais même, ça renvoie à notre discussion tout à l'heure. En fait, oui, bah, oui, mais après ça date du 1er siècle. Oui. Bon, bah, c'est très récent finalement. Mhm. Moi, depuis quand même pas mal de temps, ce qui m'intéresse, moi, c'est la période qui précède la période dont vous parlez, c'est une période qui, pour moi, est très tardive. Même si, effectivement, ce sont les documents les plus anciens, mais ça ne change rien au problème. À mon avis, il faut remonter bien avant Manilius et Ptolémée pour comprendre. Après, on a déjà parlé, l'astrologie génétique individuelle, c'est le 4e siècle environ avant Jésus-Christ. Je pense que ça ne sert à rien d'aller chercher plus loin, de dire qu'ils pratiquaient une astrologie comme ça alors qu'on n'a aucune preuve, aucune... Alors, premièrement, moi je ne m'intéresse pas spécialement à l'astrologie génétique, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre quel était le projet astrologique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'était censé présenter. À quoi sert l'astrologie, Dominique? À quoi servait l'astrologie? Parce que c'est une question qu'on peut vous poser. L'astrologie, pourquoi faire? Est-ce que l'astrologie est liée au fonctionnement de la cité, par exemple? Oui, est-ce qu'elle n'a pas d'abord une fonction politique et sociale? Dans l'histoire, ça vient de sociétés un peu animistes qui donnent une nature à n'importe quel objet et que la divination par les astres faisait partie au même titre que d'autres types de divination. Et il y avait une caste de prêtres qui s'occupaient de la lire et d'en faire des rapports au roi. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette position. Moi, au contraire, je pense que c'est un projet qui était centré sur les astres. C'était le problème pour moi, c'est que c'est notre humanité elle-même qui est programmée par rapport à l'astrologie. Donc c'est pas un truc parmi d'autres, un truc divinatoire parmi d'autres, c'est le cœur même du système de nos sociétés humaines. C'est la clé du fonctionnement des sociétés humaines. Hein? Je ne sais pas ce qu'en penserait votre ami Gaucher, mais ce n'est pas que ça a pu devenir à un moment donné divinatoire, ça c'est un autre problème, mais dire que de manière un peu cavalière que bon, c'est une manifestation comme une autre. Non, moi je vois ça complètement différemment. Moi ce qui m'intéresse, c'est le point de vue de l'organisation même, du projet même de l'astrologie, qui est axé sur des choses simples, sur un cycle simple. Et ce n'est que dans un deuxième temps que ce système a été perturbé par des additions astronomiques complètement intempestives. C'est comme ça que à mon avis, ça s'est passé. Donc,
ce qui est intéressant, c'est de voir que l'astronomie, la liste de l'astrologie mondiale, essaie quelque part de renouer avec cette idée-là. Pour si on voulait mettre en perspective l'astrologie mondiale, en fin de compte, c'est la tentative de retrouver ce plan d'organisation astronomico-sociale de l'humanité. Et c'est pour cela que, qu'on le veuille ou non, quand même, moi j'ai une certaine... je suis, à mon avis, dans la ligne d'André Barbeau, d'une certaine manière, dans le sens où il faut simplifier l'astrologie. Alors lui, il a trouvé un système amusant, je ne sais pas si vous le savez. Il considère que il va se créer un cycle unique en faisant la synthèse de 5 planètes. Ça, c'est très subtil. On trouve ça d'ailleurs potentiellement chez Gouchon et même, je ne sais pas si vous avez une article là-dessus, sur Casselan. Parce que finalement, quand on va chez Gouchon, dans le dictionnaire de Gouchon, vous l'avez qu'on lance le dictionnaire. Oui. Est-ce que vous avez lu le texte sur ce qui s'appelle Répartition des planètes? L'article. Non, je ne peux pas le lire. Eh bien, l'article Répartition des planètes annonce déjà le travail de Barbeau. Oui, donc, ça, je savais que c'était Gouchon qui était un... Non, mais même Gouchon ne fait que référer à Casselan. D'accord. Dans l'article de Gouchon de 1935, donc bien avant que Gouchon publie en 1947 son indice, etc., il y a déjà répartition des planètes. Et il y a déjà une référence au colonel Casselan. D'accord. Voilà. Donc ce serait Casselan qui serait à l'origine de cette théorie. Oui, et d'ailleurs vous avez un ouvrage que j'ai dans ma collection qui est en rapport avec la loi de Wronski, de Marie-Thérèse Herboulet. Bon, voilà. Donc finalement, en relisant Gouchon, et vous, j'ai fait un travail méthodique, je me suis dit, mais Gouchon, qu'est-ce qu'il a écrit sur ce sujet? Et je me suis aperçu qu'en réalité, cette notion de... j'ai trouvé l'article répartition. Il est écrit où? Dans le dictionnaire astrologique. En 1935, c'est ça? Oui. Ok. Je veux dire, ça va vous amuser. Lisez-le, ça va même vous frapper. Ça montre bien l'importance de la recherche. Et ça a échappé. Même Barbeau, en lisant Gouchon, il aurait dû dire, voyons ce qu'il a écrit dans son dictionnaire astrologique. Vous pensez qu'il ne l'a pas lu? Il n'a pas lu cet article-là en particulier? Il ne s'est pas demandé d'où sortait le travail de Gouchon. Il ne s'est pas demandé si ça n'avait pas déjà été formulé d'une manière ou d'une autre, ailleurs que dans ces textes que personne n'a lu d'ailleurs, de 1947. Donc répartition, c'est ça, R? Le mot article répartition, oui. Répartition des planètes. Voilà. Ah oui. Théorie du colonel Casselan basée sur la loi de création de Wronski. Attache une importance prépondérante à la répartition des planètes dans le zodiaque et surtout sur le cercle des maisons. Voilà. Ça, c'est un travail d'historien, voyez-vous. Vous voyez, c'est comme ça qu'on travaille. Et cet article n'a pas disparu, même dans les éditions suivantes. Ouais. Bon, or, on voit bien que l'indice cyclique est lié à cette notion de répartition des planètes. Puisque précisément, quand elles sont réparties, c'est plus ou moins calme, quand elles sont rassemblées, etc., enfin, peu importe. Bon. Donc, voyez-vous, donc il y a énormément de lacunes, des gens qui travaillent. Vous vous rendez compte que depuis que Barbeau a parlé de Gouchon, on n'a jamais été regarder l'article répartition. Et d'ailleurs, il y a 2 ou 3 articles qui sont dérivés de celui-là, en plus. Il le signale enfin. Voilà, donc le dictionnaire astrologique, il nous parle. Cette notion de répartition des planètes, c'est pas nouveau. Et Gouchon, dans l'article, Barbeau cite Gouchon, mais il ne cite pas le dictionnaire astrologique de Gouchon, et il cite encore moins Casselan et Wronski. Donc là, il y a une lacune. Bon. Donc, est-ce que vous êtes d'accord, finalement,
sur l'idée qu'au fond, l'astrologie mondiale, c'est la voie royale de l'historien de l'astrologie. C'est probablement là que les choses sont passées, et l'astrologie génétiliaque, c'est au contraire l'invasion de l'astrologie par l'astronomie, puisque c'est la carte du ciel, c'est la totalité des planètes, etc. Donc il n'y a rien de plus. On pourrait dire que de certaine manière, ce sont deux formes d'astrologie totalement différentes, totalement étanches l'une par rapport à l'autre. Vous avez été plutôt formé à l'astrologie génétiliaque, à l'astrologie mondiale, mais finalement, ce sont deux écoles qui sont... alors, à mon avis, l'astrologie mondiale, dans la ligne dont je vais parler, elle est bien... Ça, elle nous renvoie à la première astrologie, c'est clair. La première astrologie était mondiale, elle était au service de la cité. Hier, on a parlé, vous savez, de ces cycles qui sont des cycles collectifs. Hein. Ça, c'est une notion qui n'est pas tellement développée. C'est-à-dire que la planète va donner un climat général à une période. Bon, par-delà la question des individualités. Et pour moi, les individualités, ça, c'est un travail en aval. Par exemple, moi, par exemple, si je devais vous étudier, je dirais, voilà, vous êtes passé comme tout le monde avec Saturne à tel moment en Capricorne. Voyons comment vous avez vécu ça. Et ce n'est pas en regardant votre thème natal que je le saurai. C'est en vous demandant de regarder un peu quel est le processus mémoriel comment ce processus mémoriel ou antimémoriel a joué. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on ne peut pas limiter l'astrologie, ce qu'on pourrait appeler un repli stratégique, c'est-à-dire l'astrologie ne pourrait pas se limiter à une formulation extrêmement simple plutôt que d'entrer dans les complications, etc. Est-ce que ça n'est pas suicidaire de compliquer l'astrologie? Donc finalement, il y a soit ceux qui veulent compliquer l'astrologie et ceux qui veulent la simplifier. Ceux qui veulent la compliquer sont les gens qui sont favorables à l'astronomie et même la nouvelle astronomie, les nouvelles planètes, etc. Et puis l'étude individuelle, etc. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est ça qui coupe l'astrologie de la psychologie. Parce que les thérapeutes, eux, ils savent très bien l'importance, les psychanalystes, ils savent très bien l'importance qu'il y a à discuter avec la personne par rapport à des schémas qui sont posés généralement. Par exemple, le psychanalyste, il va se poser des questions sur le complexe d'Oedipe, sur des trucs comme ça, et il va voir comment ça a joué sur la personne. Et bien là, la nouvelle psychanalyse que je propose, c'est le cycle de Saturne, éventuellement celui de Jupiter sur d'autres plans, effectivement, et comment ça a joué sur la personne. Mais sans passer par le thème natal. Donc finalement, il y a deux écueils, à mon avis. C'est le thème natal, de toute façon, c'est le double écueil. C'est l'écueil de l'individuel et c'est l'écueil de l'hyperastronomie. Alors que l'astrologie, par exemple, Barbeau, par exemple, quand il voulait étudier en 53, il travaillait sur Saturne-Neptune, par exemple. Bon, c'est très simple, ça. C'est très simple. Et comme je vous le disais l'autre jour, on va peut-être arrêter là bientôt, que je vous disais l'autre jour, les résultats. Alors qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qui est vraiment concluant à votre avis en astrologie actuellement au niveau des résultats, que ce soit en mondial, que ce soit en statistique, qu'est-ce qui est vraiment les choses les plus solides? Au niveau statistique, il y a toujours les travaux de Gauquelin. Il me semble qu'il y a Hervé Delbois qui fait des recherches sur les directions primaires, qui me semble plutôt pas mal en termes de prévision. Sinon, en termes de résultats, en mondial, je sais pas, c'est peut-être pour ça que je ne m'y intéresse pas trop, mais je vois pas trop de résultats publics en tout cas. Mais si. Écoutez, mais si, en astrologie mondiale, il y a quand même des résultats, certains résultats en tout cas. Alors, les travaux de Gauquelin, comment vous les comprenez, les travaux de Gauquelin, justement? Parce que c'est pas si facile que ça à comprendre et à expliquer. Comment à votre avis, qu'est-ce que nous enseignent les résultats statistiques de Michel Gauquelin? Alors, d'abord, premièrement, comme vous dites, il n'a pas de résultats
ni pour Mercure, ni pour Uranus. Et d'après Françoise Gauquelin, il me semble que c'est comme ça que ça se pose, c'est que parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne hypothèse à vérifier. Alors vous avez remarqué que M. Gaucher, lui, il a voulu apporter un truc à Gauquelin. Et Uranus serait la planète des sociologues. Et comment il s'appelle, Léon Lasson pensait dans Ce qui nous guide que Neptune est la planète des mystiques. Oui, d'accord. Mais bon, moi personnellement, je bute sur les travaux de Gauquelin. Hein, je bute dessus. Parce que, à votre avis, c'est quoi? C'est l'enfant qui décide de naître à ce moment-là? C'est la naissance. Bon, il y a aussi les objections de Jean Crémy que vous connaissez. Mais comment, à votre avis, bon, admettons que vous parlez à quelqu'un comme ça, bon, vous dites les travaux de Gauquelin, voilà, et il vous dit, alors qu'est-ce que ça montre les travaux de Gauquelin? Est-ce que ça montre que l'enfant naît au moment où il doit naître, ou est-ce qu'il est marqué par le moment où il naît? Je pense, c'est compliqué, Gauquelin ne montre pas comme ça, moi je pense que c'est parce que c'est sur le moment où il naît, il est imprégné de l'état du ciel du moment. Gauquelin, il me semble qu'il n'a pas exactement la même vision, parce que pour lui, les enfants qui sont nés hors naissance naturelle ne sont pas concernés par ces statistiques. Non, mais alors, donc il y a plusieurs hypothèses là-dessus. Il y a soit l'enfant, on peut dire, bon, surtout que vous savez que l'évolution se fait d'heure en heure dans tout ça. Hein. Bon, donc l'enfant ne va pas changer. Tous les 2 heures de nature. Enfin, tout est possible à la limite. Hein. Mais on peut penser qu'il va naître au moment qui correspond à son type planétaire. Si vous êtes dans une vision... Si on laisse les choses se faire naturellement, bien sûr. Oui. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que la société se soit construite dans ce sens. C'est-à-dire que les gens qui vivent, moi je sais pas, je vous lance ça comme ça, les gens qui sont la population martienne auraient fait en sorte de naître avec la planète Mars. Je ne comprends pas trop je pense pas qu'ils aient fait en sorte de naître avec la planète Mars, c'est juste qu'ils sont nés à ce moment-là et c'est un fait établi. Et du coup, ils sont marqués par la planète. Mais je ne crois pas qu'il y ait de volonté consciente derrière de naître à un moment particulier. Ah bon, écoutez, au contraire, vous avez lu mon bouquin Histoire de l'astrologie avec Serge Hutin? Non, mais je le veux bien. Vous ne connaissez pas non plus cet ouvrage? Mais on découvre il y a pas mal de choses que vous n'avez pas lues en fait. Il y a une centaine de pages qui s'appellent La pensée astrologique, où je commente les travaux de Gauquelin en 86. Donc, non, c'est intéressant de voir à quel point on est marqué par ce qu'on a lu et ce qu'on n'a pas lu. Mais là, vous touchez à un point très intéressant. Ça vous énerve que l'on puisse dire que l'enfant, ce sont les sociétés, parce qu'il y a 2 théories, soit ce sont les sociétés qui se sont organisées en castes, par exemple, sont organisées en castes, et elles se sont choisies, elles sont réparties des totems planétaires. Et à ce moment-là, elles vont faire en sorte que leur naissance se fasse au moment où ces totems planétaires montent à l'horizon, par exemple. Parce que ça me paraît beaucoup plus... Alors, autrement, c'est des trucs qui ont lieu comme ça. Voilà, c'est ça. Non, mais moi, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est de faire que vous disiez ce que vous avez à dire. Moi, ça m'est égal. Mais c'est... Non, mais je ne suis pas d'accord avec... parce que ça rejoint un peu ce que disait Geoffrey Dean. Je pense pas qu'il est possible... oui, parce que ça vous gêne que les êtres humains organisent leur rapport avec le cosmos. Parce que vous voyez ça comme une attaque contre l'astrologie. Non. C'est pas forcément une attaque contre l'astrologie. Si l'astrologie existe, ça peut être justement parce que les sociétés... Si moi j'avais la possibilité de faire naître un enfant à un moment particulier, je pense que j'hésiterais pas à le faire. Mais que ça a été fait à grande échelle et que chaque être humain... Attendez, je me suis mal fait comprendre. C'est comme ça que ça s'est fait au départ. Maintenant, les choses se font automatiquement. On n'est pas en train de dire que le processus se poursuit en toute conscience, bien entendu que non. On dit simplement qu'au départ,
ces sociétés sont organisées de cette façon-là. Je ne suis pas en train de dire ce qui se passe en 2021. Hein. Il ne faudrait quand même pas tromper du monde. Donc il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire que c'est comme ça que ça a démarré. Et puis après, sur une conception qu'on pourrait appeler la marquienne, etc., il y a des pratiques qui se sont intégrées, qui se sont transmises. On n'est pas du tout en train de parler. Alors le passage du conscient à l'inconscient est intéressant. Au départ, les choses se font consciemment, et puis petit à petit, elles se font inconsciemment. Vous n'êtes pas d'accord sur cette espèce de glissement du conscient vers l'inconscient, qui fait qu'au départ, les choses sont parfaitement voulues, délibérées, et puis après, à un moment donné, on ne maîtrise plus le système. Ça paraît séduisant, une astrologie qui a été créée par les humains et qui se sont conformés à elle, mais il faut quand même qu'il y ait une transmission au moins génétique, quelque part. Oui. Et je ne crois pas qu'on soit tous des descendants des Chaldéens qui se seraient forgés eux-mêmes. Il y a assez peu de chances qu'on soit tous influencés par l'astrologie parce qu'on aurait tous un ancêtre chaldéen quelque part. Je ne sais pas si c'est chaldéen ou pas, on peut remonter plus haut, c'est pas la question. On ne va pas rentrer dans le détail d'une spéculation historique sur si c'était les chaldéens ou pas. Moi, je ne me risquerais pas à dire ça. Mais que notre humanité soit marquée par des comportements civilisationnels à un moment donné, et que ça ait touché globalement l'ensemble de notre humanité, ça n'est pas complètement invraisemblable. De la même façon que, par exemple, la question du masculin et du féminin, au départ, ça peut être une convention. Ce sont des conventions qui, finalement, ont été intégrées. En tout cas, c'est la thèse que j'ai développée en 86, c'est pas d'hier. C'est quand même il y a quelques temps. J'y suis revenu. Et d'autre part, je voudrais quand même insister sur le point, cette astrologie-là, ça n'est pas toute l'astrologie. C'est un segment très particulier de l'astrologie. Je ne suis pas du tout en train de dire que l'astrologie n'est que ça. Attention. Je dis qu'il y a une certaine... L'astrologie que Michel Gauquelin a mis en évidence serait une astrologie de ce type-là. D'accord. Mais l'astrologie mondiale ne relève pas du tout de ce modèle. Là, au contraire, c'est ce que j'appelle la théorie des dieux qui ont programmé l'humanité en la mettant en rapport avec des cycles, etc. Donc, il y a une astrologie qui est faite par les hommes, celle que Michel Gauquelin a mis en évidence, et l'astrologie qui est faite par les dieux, ceux qui ont construit... Si une part de divinité existe en chaque être humain, est-ce que c'est pas la part divine de l'être humain qui aurait créé l'astrologie? Dans ce cas, il n'y a pas de séparation à faire entre une astrologie créée par les dieux et une astrologie créée par les hommes. Ici, dans les deux cas, il y a quelque chose qui la révélation, c'est l'accession à une vérité divine, et donc qui n'est pas d'origine humaine. Non, pour moi, c'est pas du tout cette conception de Dieu que j'ai. Donc, ne mélangeons pas tout. Pour moi, les dieux, ce sont des gens qui construisent notre système, notre humanité. C'est pas le Dieu que vous pouvez avoir dans votre tête, etc. Ça n'a rien à voir. Donc, il y a deux catégories. Il y a les humains terrestres qui construisent leur propre astrologie, et puis des extraterrestres qui imposent leur conception astrologique. Voilà, c'est tout. On n'est pas en train de parler de révélation divine ou quoi que ce soit. Là, vous parlez comme un chrétien, moi je sais pas, c'est pas du tout le problème. Moi je pense plutôt à la Genèse, les dieux qui ont créé le ciel et la terre, voilà. Donc c'est quelque chose qui est très particulier, ça n'arrivera pas avec l'ensemble de l'univers. Je